Rebonjour, nous sommes de retour de la pause. Alors, on termine avec notre dernier dossier pour la commission. Nous avons M. Daniel Blouin qui s'est joint à nous pour la présentation. Donc, nous sommes au suivi de la démarche de la politique de l'arbre et du verdissement. Donc, je vous cède directement la parole. Donc, c'est moi qui vais commencer. Oups, on dirait que c'est plus fort. Donc, pour le suivi de la démarche, on va vous venir faire quelques rappels sur les étapes qui ont été franchies. Mon collègue Daniel va venir présenter la méthodologie, les constats du diagnostic participatif et on reviendra avec les prochaines étapes. Pardon. Donc, pour ce qui est des objectifs, en fait, on se rappelle que le 4 février dernier, le conseil municipal a adopté la toute première politique de l'arbre et du verdissement de la ville de Sherbrooke. Et cette politique comprend 3 objectifs qui sont de maintenir la forêt urbaine, bonifier la forêt urbaine et réduire les îlots de chaleur. Pour l'élaboration de la politique de l'arbre, c'était notre premier chantier parce que le second, c'est de s'attaquer au plan d'action. Donc, pour l'élaboration, on a d'abord travaillé sur un portrait du territoire qui a débuté par une cartographie des îlots de chaleur et de la canopée. Et à partir de ces données, de cette information-là, on est venu faire un portrait statistique. Par la suite, on a travaillé un diagnostic qui comprend l'évaluation de notre performance en foresterie urbaine, notre analyse des freins et des leviers et une identification des enjeux qui sont propres à la ville de Sherbrooke. Tous ces intrants-là ont permis de rédiger une politique de l'arbre et du verdissement qui se traduit par une vision en 3 axes et 5 grands engagements. Pour ce qui est des rappels, au niveau de la canopée, Sherbrooke, le périmètre urbain, on retrouve 42 d'indices de canopée, ce qui est quand même super bien si on se compare avec d'autres municipalités similaires. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas réparti équitablement sur le territoire, ce n'est pas uniforme. On peut voir sur la carte en rouge des îlots de chaleur aussi, mais des communautés locales où l'indice de canopée est sous le 30 C'est aussi dans ces secteurs, non, c'est pas. C'est aussi dans ces secteurs-là qu'on retrouve un indice de défavorisation matérielle ou sociale qui est élevé. Pour ce qui est des îlots de chaleur, à l'intérieur du périmètre urbain, ils représentent 15 de la superficie. Les îlots de chaleur se trouvent principalement le long des grandes artères commerciales. Comme on peut aussi le voir sur la carte, ils sont identifiés en orange et en rouge. Je laisse maintenant, après ces rappels-là, je laisse le soin à Daniel de poursuivre avec le diagnostic participatif. Merci Chantal. Donc, on le rappelle, il y a une activité de participation publique qui avait été réalisée en juin 2024 en lien avec le plan d'action préliminaire. Puis, un des principaux constats de cette activité, c'était que malgré la présence d'une multitude de parties prenantes qui partageaient les mêmes objectifs de la PAV, la posture était généralement d'attribuer à la Ville la responsabilité de la mise en œuvre. Donc, il était très clair à ce stade qu'il fallait avoir un contact plus étroit avec les partenaires et à la communauté si on veut viser une mise en œuvre qui a un impact qui est plus important. C'est dans ce contexte que la démarche est poursuivie avec une approche unique de co-création dont on est particulièrement fier et qu'on considère comme une forme d'innovation sociale. Donc, c'est un exercice de diagnostic participatif qui a été réalisé avec notre groupe de partenaires composé du Conseil régional de l'environnement, de l'Initiative Sherbrookoise en développement de communauté, de la Direction de santé publique de l'Estrie, de l'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke et de l'Université Bishop. Donc, chaque partenaire était co-porteur d'une thématique associée à leur expertise. Ils ont invité d'autres organismes et institutions, groupes affiliés à leur mission, puis ils ont aidé à la conception des ateliers et à l'analyse des résultats. Cette approche a permis non seulement d'éviter nos angles morts, donc c'est plus de 50 personnes qui ont été mobilisées, on parle de citoyens, de professionnels, d'organismes, mais également d'aller mobiliser les parties prenantes, puis de comprendre c'est quoi les objectifs et les besoins communs entre la ville et ces parties prenantes-là. C'est ces éléments-là qui seront la base, selon nous, des futurs partenariats. Donc, le premier atelier, co-porté avec le CRE, portait sur les programmes de verdissement et notamment
est-ce qu'on peut aller structurer les ressources et les optimiser à travers le temps? Donc, notamment les sources de financement, les terrains disponibles pour le verdissement, puis la mobilisation. On a parlé notamment des bailleurs de fonds, de démarches et d'appels de projets, de leviers de mobilisation spécifiques à certaines parties prenantes et plusieurs autres sujets. Le deuxième atelier, co-porté avec l'initiative sherbrookoise en développement des communautés et la direction santé publique, portait sur les retombées sociales du verdissement, puis comment les maximiser en tenant compte de l'emplacement, donc le où. C'est des secteurs prioritaires, des zones d'exposition à certains aléas, des milieux de vie de communautés prioritaires. Le qui, donc c'est quoi les communautés, c'est les individus qui sont les plus vulnérables, notamment aux épisodes de chaleur. Puis enfin, le comment, donc les moyens à employer pour verdir le territoire d'une façon juste et équitable, c'est-à-dire les parties prenantes à mobiliser, les points de vigilance, par exemple, pour ne pas épuiser le mouvement et travailler avec les populations vulnérables. Une diversité de parties prenantes ont enrichi les discussions. Donc, il y avait des travailleurs communautaires, des professionnels de la santé publique, des tables de quartier et plusieurs autres. Le troisième atelier, co-porté avec l'Association citoyenne des espaces verts de Sherbrooke, portait sur les boisés de proximité et plus précisément, quels boisés sur le territoire sont actuellement visés par une mobilisation sociale, puis quelles sont les conditions qui favorisent cette mobilisation. Donc ici, on a indiqué plusieurs des groupes et associations qui étaient présents lors de cette journée. Puis enfin, le quatrième atelier visait le milieu académique et scientifique. On s'est intéressé à comment est-ce que la science peut être au service de la PAV, notamment c'est quoi les opportunités d'acquisition et de transfert de connaissances qui permettraient d'aller innover dans les pratiques municipales, puis comment développer des nouveaux partenariats en s'appuyant sur des besoins d'intérêt communs. On a également parlé de, pardon, de partage de données, de projets de recherche en cours ou possibles, d'outils géomatiques, puis d'engagement des communautés universitaires et collégiales. Je vais maintenant vous présenter les principaux constats des ateliers. Mais pour votre information, une synthèse des comptes rendus est disponible à l'annexe 2. Donc, les ateliers ont permis deux principales acquisitions de connaissances qui permettront d'alimenter le plan d'action. Une meilleure connaissance des territoires et des populations prioritaires, puis une identification des conditions de succès pour une mise en œuvre collaborative. Donc, on a souvent parlé dans la démarche de connaissance du territoire vécu. Donc, cette connaissance-là, elle est détenue en grande partie par des intervenants communautaires, des tables de quartier, la santé publique et la population qui travaillent avec des gens sur le territoire. Donc, c'est un levier important pour aller maximiser les retombées sociales du verdissement, puisque ces intervenants-là connaissent très bien les besoins des communautés, puis les opportunités qui existent déjà sur le territoire. Ils peuvent donc participer à un maillage qui est important. Ces acteurs nous ont aidés à identifier les populations qui pourraient le plus bénéficier du verdissement. Donc, évidemment, tout commence par l'exposition aux îlots de chaleur qui va aller vulnérabiliser l'ensemble de la population, mais certaines personnes cibles vont être plus vulnérables, par exemple les aînés qui sont vulnérables aux îlots de chaleur. C'est en travaillant avec des intervenants de ces clientèles cibles-là, les aînés, en travaillant par exemple avec des résidences pour personnes âgées ou dans des secteurs où les aînés sont plus présents, qu'on pourra réduire cette vulnérabilité. Sinon, les locataires de grands blocs, appartements qui sont mal entretenus ou mal ventilés, sont également vulnérables aux épisodes de chaleur. Donc, en ciblant des secteurs de haute densité avec du logement social, par exemple, on pourrait atteindre en partie cette population vulnérable. L'Office municipal d'habitation et les organismes à but non lucratif là, en habitation pourraient être des partenaires de choix dans cet exercice. Puis enfin, les enfants de milieux défavorisés ont également été identifiés comme une population prioritaire. Au niveau des emplacements, on veut aller privilégier le verdissement à petite échelle, directement dans le milieu de vie. Donc, on veut que ce soit des espaces verts, peut-être de plus petite taille, mais qui sont accessibles rapidement, avec peu de déplacement. À noter que malgré le fait qu'on identifie des populations prioritaires, l'ensemble de la population peut bénéficier du verdissement et que le plan d'action pourrait aussi proposer des mesures qui visent l'ensemble de la population. On s'est ensuite demandé, est-ce que les populations vulnérables qui ont été identifiées sont plus souvent situées dans les îlots de chaleur? Donc,
relativement bonne nouvelle, c'est seulement 15% de l'ensemble de la population de Sherbrooke qui vivent dans un îlot de chaleur. C'est relatif, là, ça serait mieux que ça soit moins, mais ça reste que il y a 15% du territoire en îlot de chaleur, puis 15% de la population située dans un îlot de chaleur. La plus mauvaise nouvelle, c'est que les emplacements d'intérêt pour nos populations vulnérables sont en grande partie situés dans ces îlots de chaleur. À titre d'exemple, c'est près de la moitié des habitations pour personnes âgées, puis des lieux d'enseignement qui sont situés dans des îlots de chaleur. Ensuite, on s'est intéressé à savoir quel est l'accès aux îlots de fraîcheur publics des différentes populations cibles. Donc, on se le rappelle, le 330-300 prescrit un îlot de fraîcheur à moins de 300 mètres de distance de marche à l'ensemble de la population. Donc, les données ici, ça représente vraiment la portion de la population qui n'ont pas accès à un îlot de fraîcheur public, donc un parc végétalisé, à moins de 300 mètres. C'est près du 3/4 de la population qui n'ont pas accès, mais cette fois-ci, les populations prioritaires ne sont pas surreprésentées par rapport au reste de la population. Ici, on voit une représentation cartographique des statistiques qui ont été présentées dans des diapositives précédentes. Donc, en jaune, c'est notre desserte des parcs végétalisés sur le territoire, donc le parc pour lequel la canopée est supérieure à 50%. Donc, tout ce qui est situé à l'extérieur des zones en jaune, c'est des secteurs qui n'ont pas accès à un parc public végétalisé de proximité. La situation est très différente lorsqu'on considère l'accès potentiel à une nature de proximité. Donc, on le sait, le territoire présente plusieurs petits boisés de proximité qui auraient la capacité d'agir à titre d'îlot de fraîcheur, mais ce n'est pas tous ces boisés-là qui sont publics ou accessibles. Donc, sur la carte ici représentée, on voit en vert l'ensemble des boisés de plus de 1 hectare. Puis, on voit des espaces de carence. Donc, la ligne rouge délimite les espaces de carence. À l'intérieur de ces zones-là, les citoyens n'ont pas accès à un boisé, public ou privé. Donc, même si tout serait accessible, là, ce qui n'est pas réaliste, là, il y aurait quand même des zones de carence. Donc, ces secteurs-là pourraient être, par exemple, priorisés pour du verdissement à plus petite échelle. La différence entre les deux cartes démontre justement l'importance de se doter de moyens pour aller bonifier les accès publics aux milieux naturels végétalisés. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Il y a les mesures dans le cadre du plan nature, donc la conservation partielle des boisés, des mesures d'acquisition, mais il y a aussi d'aller bonifier les accès aux parcs existants en créant, par exemple, des nouvelles entrées. Finalement, la petite pastille rouge représente la présence d'un groupe ou association de protection et de mise en valeur des boisés de proximité. L'atelier qui a été réalisé avec ces groupes-là a démontré que la mobilisation était plus fréquente au niveau des secteurs qui présentaient des menaces de conversion. C'était entre autres au niveau des quartiers périphériques, avec des propriétaires qui ont eu l'opportunité de développer un sentiment d'appartenance à leur boisé, étant donné leur stabilité dans le quartier. Donc, il y avait moins de mobilisation dans des secteurs plus centraux ou dans des secteurs de carence, par exemple. Un des engagements de la PAF, je le rappelle, c'est de contribuer à la création d'une communauté de l'arbre et du verdissement. Donc, on pense que le capital social riche et engagé propre à Sherbrooke, c'est un levier important pour la mise en œuvre de la PAV. Donc, une approche collaborative dans laquelle les partenaires sont coporteurs de certaines actions pourrait être privilégiée afin d'aller maximiser l'impact collectif de la PAV. Les ateliers nous ont permis d'identifier des conditions de succès pour une mise en œuvre collaborative. Premièrement, de partir d'objectifs communs. Donc, tout le monde a quelque chose à gagner dans cette démarche-là. Puis, justement, les ateliers participatifs ont été pensés de façon à ce que les extrants qui en ressortaient étaient bénéficiés à tous. Sinon, il faut reconnaître les complémentarités des différentes parties prenantes et valoriser leur expertise. Mutualiser certaines ressources, par exemple, en faisant des appels de projets en commun, en déposant des demandes de financement, puis en partageant des opportunités. Être bienveillant. Donc, on sait que chaque groupe de parties prenantes agit avec un niveau de ressources, d'agilité, avec des contraintes qui sont différentes, puis il faut respecter ces contraintes-là, ces réalités-là.
Puis enfin, se structurer pour aller maintenir le plus possible les partenariats dans le temps, puis avoir une forme de prévisibilité qui facilite le travail collaboratif. Quelques exemples de complémentarité. Donc, on a différencié 3 types de partenariats de mise en œuvre. Les porteurs de verdissement, donc qui agissent déjà sur le territoire depuis plusieurs années, qui ont une capacité de développer, planifier puis mettre en œuvre des projets de verdissement avec une agilité assez impressionnante. Les mobilisateurs qui entretiennent des relations privilégiées avec les populations cibles, donc qui ont ces accès-là qui nous permettent d'aller travailler avec des communautés notamment vulnérables, puis qui ont une très bonne compréhension aussi des besoins de la population puis des leviers de mobilisation. Puis enfin, on a les scientifiques qui peuvent nous accompagner dans l'analyse du territoire, dans l'évaluation de nos actions, puis dans l'innovation au niveau des projets. Je passe maintenant la parole à Chantal pour les prochaines étapes. Changer la diapo, oui. Donc, ben, c'est pas très compliqué. Les prochaines étapes pour nous, ça va être de venir déposer pour une recommandation le plan d'action au printemps 2025, en mai 2025, et par la suite, qu'il soit déposé aussi pour une adoption par le conseil municipal. Merci. Donc, ça fait le tour de la présentation. Oui, un grand merci à nos partenaires. D'ailleurs, je tiens à souligner en ligne l'arrivée de Mme Justine Roy et de M. Alexandre Demers du CRE. Puis, on a aussi Lucie Desgagnés en salle de la Sève qui s'est ajoutée pour la présentation. Puis je veux vous remercier l'équipe du Bureau de l'environnement. C'était quand même extraordinaire tout ce qui s'est fait depuis le mois de septembre, là, à l'automne. Plusieurs ateliers, on en a mentionné quelques-uns, mais il y a eu ateliers avec nos partenaires, notre groupe, notre noyau finalement. Puis après ça, on est allé vraiment creuser dans chacun des milieux en invitant les intervenants terrain. Fait qu'on a vraiment eu tu sais, le vécu dans chacun des milieux avec chacun leurs compétences. Puis c'était intéressant, inspirant, puis très mobilisant comme démarche, là. Tu sais, l'objectif, c'était de faire le diagnostic, notre diagnostic approfondi, mais au-delà de ça, on a créé quelque chose de mobilisant. Fait que je trouve que la démarche, elle a été très, très bien construite. Moi, j'ai fait le saut quand j'ai vu les diapos 20 et 21, là. Tu sais, quand on voit que ben, on savait déjà que l'îlot de chaleur à Sherbrooke, c'est 15 du territoire environ. Mais là, de voir que ben, la moitié des personnes âgées, ils habitent dans un îlot de chaleur. Nos hôpitaux, nos lieux d'enseignement sont aussi. Puis c'est sûr qu'on a à se questionner sur l'aménagement urbanistique de ces institutions-là, parce que ça a un lieu. On s'entend que le CHU de Fleurimont, c'est un îlot de chaleur parce qu'il y a un stationnement énorme. Mais on sait qu'on met nos personnes les plus vulnérables dans ces milieux-là. Donc, je trouvais que les statistiques, la façon qu'ils sont placées, sont très, très impactantes. Même chose avec la diapo 21, où on voit que ben, la majorité de notre population vit loin d'un boisé ou, on peut appeler ça un îlot de fraîcheur quand on est en temps de canicule, mais c'était vraiment, je trouvais ça très, très marquant. Puis, ça démontre très bien le fait qu'on dit, ben, Sherbrooke, c'est une ville verte. Et pourquoi on ne le ressent pas quand on est dans les quartiers? Ben, ces diapos-là l'expliquaient très bien. Puis, j'ai beaucoup aimé, Daniel, que tu dis, quand tu as dit tout le monde a quelque chose à gagner dans cette démarche. Puis ça c'est tellement vrai quand on était avec les intervenants de l'ISDC sont dans le développement des communautés, avec la santé publique qui nous parle vraiment des enjeux de santé. On voyait que ben, cette mise en commun-là est nécessaire. Puis c'est probablement une des premières démarches de la ville qui peut autant être faite dans une approche collaborative comme ça, où chacun a des intérêts à participer activement, puis dire, ben moi, si je m'engage dans cette démarche-là, ben, ça va avoir un impact direct sur mes usagers, sur on les appelle usagers clients ou les personnes auxquelles on est préoccupé parce qu'ils sont plus vulnérables, etc. Donc, on a vraiment, vraiment intérêt à travailler ensemble, trouver des mécanismes pour mutualiser, puis aussi, ben, vous l'avez dit, mais utiliser les compétences de chacun pour avoir un impact plus grand. Donc c'est ça à quoi va refléter notre plan d'action. J'ai vraiment hâte au 22 mai.
Donc voilà, je clôt ma petite intervention. Je vais laisser les autres membres intervenir. Monsieur Deneau. Merci beaucoup, le résumé. Je pense que, comme vous dites, là, c'est des plus complets. Euh, une des choses que je pense qui va être très importante, ça, c'est la concordance entre le plan d'urbanisme, les endroits que des îlots de chaleur, puis la densification. Puis dans qu'est-ce qui nous a été présenté, à nous les élus, la concordance n'est pas là. Parce que prenez par exemple tout l'axe King-Ouest, on parle beaucoup de densification. On prend dans le secteur euh, l'Hôtel Delta, l'École Carillon, dans ces secteurs-là, Promenade King, on parle beaucoup de densification, puis c'est un des endroits où que l'accès justement à ces îlots-là est quand même public, là, quand même très restreint. Puis en plus, sur la carte à la page 23, là, euh, moi je pense qu'il y a une erreur en quelque part, là, parce que si on prend entre la rue Portland puis la rue King, si on prend tout ce qui est à l'intérieur de tout ça, entre Lionel-Groux puis jusqu'au Promenade King, des boisés publics, il y en a très peu. Moi, je pense qu'il faudrait remonter la ligne jusqu'au moins au secteur Portland. De l'autre côté, il y a quand même plusieurs petits boisés, là, mais dans ce secteur-là, ça ne correspond pas. Puis en plus, on prend les rues Maisonneuve, Maisonneuve, Précourt, ça, c'est vraiment des gens très défavorisés socialement puis économiquement parlant. Donc, d'avoir cet aspect-là, il ne faut pas l'oublier. Puis, dans la carte, il y a un petit boisé qui est identifié là, vraiment petit sur la rue de Carillon, qui est au point de vue de topographie. C'est une pente immense, puis il n'y a pas d'aménagement. Donc, au point de vue localisation stratégique, c'est revoir, dire, bon, ben, on peut-tu aller plus bas? Puis, comme vous disait, la concordance avec les zones de densification, il va falloir être très sévère, de dire, ben, si on densifie, il faut qu'il y ait un apport additionnel là, dans ces secteurs-là, à proximité de King West. Là. C'est tout, maman. Merci, M. Deneau. C'est sûr que ben, ce qu'on a vu dans l'élaboration du plan d'urbanisme, la partie milieu naturel a été vraiment travaillée ici en commission. On n'a pas eu encore la mise en commun ou l'intégration dans les différents plans, mais c'est sûr que c'est dans les orientations gouvernementales, il y en a deux qui traitent uniquement des milieux naturels, donc c'est une obligation de les faire concorder justement. Donc, je suis convaincue que ça s'en vient. Puis, je trouve que dans la politique de l'herbe, elle répond justement, et du verdissement, elle répond justement aux enjeux de milieu naturel et des OGAP qu'on va inclure au plan d'urbanisme. Donc, le lien est vraiment très étroit avec ces deux plans-là. Donc, je ne vois pas d'autres questions bien levées, commentaires. Donc, ben, c'est ce qui viendrait clore notre séance. Un gros merci pour le suivi de la démarche. On vous revoit le 22 mai, j'imagine. D'ici là, ben, c'est sûr que là, en ce moment, les partenaires ont accès aussi au plan d'action, puis on est tout en train de faire un travail en commun qui est très intéressant, une mise en commun de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans chacun des milieux et comment on va justement travailler ensemble. Donc, ça va être très intéressant ce qui s'en vient. Puis, nous, on se revoit au mois d'avril. Au mois d'avril, ça va être le plan climat, la version atténuation des changements climatiques qui va nous être présentée, donc pour soumettre notre démarche au ministère de l'Environnement, donc un autre dossier qui nous tient beaucoup à cœur. Donc, une invitation à ne pas manquer. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes et à la prochaine. Merci. Et on a